and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Paletta. Je suis ravi de recevoir aujourd'hui l'historien Enzo Traverso pour une émission spéciale autour du fascisme. Émission qui sera diffusée sur le site hors série et sous une forme audio sur la plateforme Spectre, une nouvelle plateforme de podcast, dans le cadre d'un podcast qui explore les questions de l'antifascisme, du fascisme. Bonjour Enzo Traverso. Bonjour. Alors, vous êtes historien, vous êtes l'auteur d'une œuvre importante, vous enseignez à l'université Cornell aux États-Unis, et vous avez notamment publié de nombreux travaux autour des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Je pense notamment à plusieurs ouvrages, La violence nazie, un livre publié aux éditions La Fabrique en 2002, si je ne m'abuse, L'histoire comme champ de bataille, chez La Découverte en 2010, et un livre d'entretien intitulé Les nouveaux visages du fascisme pour les éditions textuelles en 2017. Et puis de nombreux articles, dont un notamment dans le premier numéro de la revue du Crieur en 2015, qui s'appelait Spectre du fascisme, dans lequel notamment vous introduisiez la catégorie ou la notion de post-fascisme. On y reviendra sans doute. Alors, avant d'en venir à des questions, disons, de définition du fascisme, qui sont l'objet de débats assez vifs, je voudrais savoir ce que vous inspire en tant qu'historien la remise au premier plan de la catégorie même de fascisme, non pas simplement pour l'étude du passé, mais pour la compréhension du présent, notamment dans ce contexte à la fois états-unien, occidental, mais bien au-delà, où on a vu, par exemple, l'attaque du Capitole au début de cette année, où on a vu le Trumpisme, on a vu l'élection de Bolsonaro et la politique qu'il a menée, où l'on voit également la politique menée par exemple par Modi en Inde. Il y a aux États-Unis un débat, là encore très vif, autour de justement des rapports entre le Trumpisme et le fascisme. En France, il semble y avoir un consensus entre les historiens pour affirmer qu'il n'y aurait finalement pas de lien véritable entre l'extrême droite et le fascisme historique, et que les dynamiques politiques actuelles seraient finalement radicalement étrangères à celles qui ont porté le fascisme au pouvoir. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous-même vous en pensez? Est-ce qu'il y a, disons, partons de là, une actualité pour vous de la catégorie de fascisme? Je pense qu'il y a certainement une actualité de la catégorie de fascisme, même si je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'un retour du fascisme aujourd'hui. Ce qui est sous nos yeux, à une échelle globale, comme vous le soulignez, est une montée des droites radicales, de l'extrême droite, dans plusieurs cas des mouvements ou des partis d'extrême droite qui n'ont pas des origines fascistes, qui ne se réclament pas du fascisme, mais qui gravitent, disons, qui ont dessiné une constellation qui ne peut être analysée, interprétée, comprise sans la mettre en rapport à l'histoire du fascisme qui a marqué si profondément l'histoire du XXe siècle. Donc ce retour de la catégorie de fascisme me semble non seulement inévitable, mais nécessaire. Nous avons besoin, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, de mettre en rapport ces nouvelles droites avec le fascisme classique. Cela nous permettra de comprendre à la fois les éléments de continuité, et il y en a, les héritages qui ont été élaborés, transformés, métamorphosés, et aussi les ruptures qui séparent, les différences profondes qui séparent ces nouvelles droites qui sont très hétérogènes, qui ne sont pas du tout un bloc monolithique. Il y a des énormes différences entre Modi en Inde, Bolsonaro, Trump, ou Salvini en Italie et Marine Le Pen en France, ou Orban en Hongrie. C'est une constellation très hétérogène. Pour essayer de l'analyser, de la comprendre, il faut
la mettre en rapport avec l'histoire du fascisme classique. Donc, je crois que ce retour est tout à fait nécessaire. Alors, justement, pour essayer de clarifier un peu les choses, on a nécessairement besoin de définitions, même de définitions provisoires, préalables, éventuellement qu'on peut remodeler ensuite. Il y a ce problème épineux de la définition même du fascisme. Vous avez dit que les droites radicales et extrêmes aujourd'hui ne sont pas un bloc, mais les fascismes ou les extrêmes droites de l'entre-deux-guerres ne l'étaient pas non plus. Et donc se pose la question de ce qui est finalement, ou de ce qui était, disons, commun dans les mouvements qu'on va généralement qualifier de fascistes. Sachant qu'il y a évidemment des débats sur chacun des mouvements. Est-ce que le franquisme, c'était du fascisme? Est-ce que le salazarisme en était également? Est-ce qu'il y avait dans le cadre de ces régimes des mouvements qui étaient fascistes? Et, bon, en tout cas, il y avait déjà des débats sur la caractérisation des forces d'extrême droite dans l'entre-deux-guerres. Alors, l'historien Roger Griffin a avancé l'idée, il y a déjà un moment, qu'après des décennies de confrontation assez âpres entre historiennes du fascisme, finalement, s'était dégagé un consensus dans la définition du fascisme. Les historiens ou historiennes seraient parvenus à une définition consensuelle du fascisme autour de l'idée d'un ultranationalisme qu'il appelle palingénétique. Le mot est un peu jargonnant, mais ça permet de souligner, selon Griffin, l'importance pour le fascisme, dans le fascisme, d'un mythe national de régénération de la nation, de sauvetage de la nation par rapport à un processus de décadence, avec une dimension, disons, utopique très forte, celle de créer une civilisation nouvelle, un homme nouveau, etc. Bon. Est-ce que vous êtes justement de cet avis sur l'idée d'une définition qui serait aujourd'hui relativement consensuelle du fascisme? Et si oui, quelle est cette définition? Est-ce que c'est celle effectivement avancée par Griffin ou est-ce que c'est autre chose? Et sinon, peut-être quelles sont, selon vous, les grandes lignes de clivage parmi les travaux d'historiens et d'historiennes autour du fascisme et de la définition du fascisme? Oui, Roger Griffin est un grand historien du fascisme qui appartient à cette tendance un peu obsédée par la recherche de ce qu'on appelle le fascisme générique, c'est-à-dire une sorte de minimum de dénominateur commun susceptible de rassembler l'ensemble très hétérogène, comme on disait, des expériences fascistes. Je pense qu'on peut définir le fascisme de différentes manières. Cette définition suggérée par Griffin, par beaucoup d'autres, par vous-même, du fascisme comme projet de régénération de la nation, et la nation définie comme une communauté ethnique ou quasiment ethnico-raciale et donc exclusive et homogène. Ça peut être une bonne définition du fascisme, et c'est une définition dans laquelle on peut retrouver non seulement les fascismes classiques, disons l'Allemagne, l'Italie d'abord, et puis l'Allemagne, mais aussi l'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar, cette galaxie fasciste qui va des Balkans à l'Europe centrale dans les années entre les deux guerres, y compris plusieurs dictatures militaires latino-américaines. Mais en même temps, je pense qu'un historien ne peut définir le fascisme que comme la recherche d'un nouveau mode de domination politique extrêmement autoritaire, au-delà de son idéologie nationaliste radicale, qui a surgi en Europe dans une période de crise globale des sociétés européennes, d'effondrement de l'ordre politique du XIXe siècle,
de définition incertaine d'un nouvel ordre politique qui, l'Europe ne trouvera un axe et une stabilité qu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle je parle avec d'autres historiens d'une guerre civile européenne qui commence en 1914 et qui s'achève en 1945. Le fascisme est issu de cette crise et le fascisme est profondément marqué par sa genèse, par une rupture qui est celle de la Grande Guerre, et le fascisme est aussi la recherche d'un nouvel ordre politique né d'un traumatisme majeur. Certains historiens parlent d'une rupture anthropologique qui affecte l'Europe issue de la guerre de 14 et donc d'une militarisation de la politique. Le fascisme classique est cela. Si nous voulons donner une définition, disons, rigoureuse du fascisme, il faudrait tirer la conclusion que les nouvelles droites radicales qui se développent sous nos yeux aujourd'hui sont quelque chose de qualitativement différent. Même si on peut établir des homologies, ou plutôt des analogies. Les analogies ne sont pas des homologies, ce n'est pas des répétitions mécaniques du passé, mais les analogies sont assez évidentes. Ces nouvelles droites radicales surgissent d'une autre crise, cette fois-ci non plus une crise européenne, mais une crise globale, cette transition du XXe au XXIe siècle qui s'éternise, qui dure depuis désormais 3 décennies, la recherche d'un nouvel ordre international qui n'arrive pas à se fixer en dépit des multiples tentatives qui ont été faites. Dans le cadre de ce désordre, eh bien, surgissent des nouveaux mouvements qui présentent toute une série d'affinités avec les fascismes classiques, en termes de nationalisme radical, de xénophobie, de racisme, d'autoritarisme, de volonté d'instaurer des formes de domination politique extrêmement autoritaires et stables, mais disons, dans un contexte qui est profondément différent et qui implique toute une série de mutations. Si le fascisme est le résultat d'une entrée de la guerre en politique, à ce moment-là, je vois mal comment pourrait-on définir la Lega de Matteo Salvini comme fasciste, ou même le Rassemblement national de Marine Le Pen qui a fait des énormes efforts pour prendre ses distances par rapport aux origines néofascistes de ce mouvement. Donc, il s'agit de quelque chose de nouveau et de différent. De ce point de vue-là, je pense que la comparaison a un sens et devient non plus un exercice purement historiographique ou intellectuel, mais devient une question politique majeure. Alors, ce que vous avez dit justement concernant la Grande Guerre et son rôle dans l'avènement du fascisme en tant que mouvement de masse, en capacité de conquérir le pouvoir politique, ça renvoie en partie à un débat ou une discussion historiographique autour des origines du fascisme. On sait que effectivement beaucoup d'historiens ont fait de la Grande Guerre, vous l'avez dit, la matrice du fascisme, de son développement futur, notamment à travers la violence de masse qui s'est exercée à ce moment-là, et ce bouleversement en quelque sorte effectivement anthropologique. D'autres auteurs, comme Zeev Sternel, qui est décédé d'ailleurs cette année, ou il y a quelques mois, défendaient l'idée que le fascisme n'était pas né dans les tranchées de 14-18, mais était un projet politique et même intellectuel qui s'était développé en France d'ailleurs, dès la fin du XIXe siècle. Et que finalement,
finalement, si je comprends bien Sternel, la guerre de 14-18 avait posé en quelque sorte des conditions ou un contexte dans lequel le fascisme avait pu ensuite se développer et trouver en quelque sorte des masses d'individus capables d'exercer la violence, par exemple, et d'activer en quelque sorte ce projet. De votre côté, vous avez proposé, notamment dans La violence nazie, une généalogie du fascisme qui insiste moins sur ces aspects-là que sur l'enracinement idéologique, intellectuel du fascisme, et notamment du nazisme, dans l'impérialisme, le pan-germanisme, le mouvement völkisch, le racisme, évidemment, sous sa forme pseudo-biologique qui se développe au XIXe siècle. Une idée d'ailleurs qu'on retrouvait, ce lien entre impérialisme et racisme qu'on retrouvait chez Arendt ou chez Karl Korsch ou chez Aimé Césaire, par exemple, mais qui est absente de la réflexion, par exemple, de Sternel et de toute une partie des historiens français du fascisme. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur ces différents points, notamment peut-être à la fois la thèse de Sternel et les résistances énormes qu'elle a provoquées du côté des historiens français, mais aussi sur ces rapports entre impérialisme et fascisme, parce que c'est un point qui finalement est relativement méconnu, il me semble, dans le débat historiographique français, ou relativement peu travaillé. Oui, moi j'admire beaucoup Zeev Sternel, qui a été un des grands historiens du fascisme, je fais une distinction entre sa définition du fascisme qui me paraît intéressante, fructueuse et discutable à la fois, et la véritable bataille intellectuelle qu'il a menée d'abord dans le milieu historiographique et puis dans l'espace public, dans la culture française autour de l'existence d'un fascisme français. Je pense que, grosso modo, il a gagné sa bataille, il a brisé ce tabou qui dominait l'historiographie française dans l'après-guerre. On fait d'habitude référence au grand livre de René Raymond sur les droites en France, les trois droites, légitimistes, orléanistes et bonapartistes, et donc l'absence d'un fascisme français. La conséquence de cette approche était inévitablement une interprétation de Vichy comme accident de parcours simplement dû à l'occupation allemande et non pas aussi comme résultat de toute une trajectoire intellectuelle et politique du nationalisme français qui aurait engendré une forme authentique de fascisme français, avec son histoire, avec son profil, avec ses propres dynamiques, qui étaient inévitablement mêlées avec une dynamique fasciste continentale, européenne. J'ai des doutes, en revanche, quant à la définition de fascisme que donne Zeev Sternel, qui est, comme il le dit lui-même, une définition platonicienne. C'est-à-dire, pour Sternel, le fascisme est un phénomène purement idéologique dont il étudie la genèse, et il montre de manière assez convaincante que cette synthèse fasciste, sur un plan purement intellectuel, s'est opérée en France avant la Première Guerre mondiale, à l'époque de l'affaire Dreyfus, avec une convergence entre une droite qui devient, entre guillemets, révolutionnaire, un nationalisme qui abandonne son ancienne matrice légitimiste et qui devient un mouvement de masse populiste et subversif, et une gauche qui abandonne, en France, qui n'a jamais été véritablement marxiste, mais une gauche qui se droitise, se nationalise, et cette convergence produit ce que Sternel définit la droite révolutionnaire. Et
pour Sternel, Maurice Barrès est une sorte d'incarnation de ce ur-fascisme, de ce modèle de fascisme. Le problème, c'est que cette définition étudie un processus purement intellectuel et idéologique séparé de toute une série de dynamiques sociales et politiques qui vont déboucher dans des mouvements de masse seulement après la Grande Guerre. Quand on étudie les textes des fascistes français des années entre les deux guerres, de Dreux-La Rochelle, qui écrit des essais sur le socialisme fasciste, par exemple, ou des mouvements comme celui de Doriot, eh bien, on ne peut pas les expliquer sur la base exclusivement de cette généalogie intellectuelle très bien reconstituée par Sternel. Il faut les inscrire dans un contexte européen qui est celui de la montée du fascisme en Italie, et puis de l'arrivée au pouvoir de Hitler en Espagne, et puis de la guerre civile espagnole, etc. Donc, je pense que le fascisme doit être interprété comme un phénomène politique global, qui est à la fois idéologique, intellectuel, mais aussi social et politique. Et de ce point de vue-là, je vois mal comment faire l'impasse sur la rupture de la Grande Guerre. Et alors sur la question de l'impérialisme, parce que par exemple c'est étrange de voir que dans un livre qui est tout à fait intéressant, je trouve, en tout cas de Gérard Noiriel sur les origines républicaines de Vichy, où d'une certaine manière, là aussi, il brise une forme d'impensé sur où Vichy est vu comme une coupure radicale par rapport à ce qui a précédé, notamment donc, la Troisième République. Mais il ne fait quasiment pas mention dans le livre de la question du colonialisme français et d'une éventuelle généalogie du fascisme français qui, disons, au moins dans certains de ses traits ou par certains de ses aspects, renverrait à l'impérialisme français, mais on pourrait en dire autant à une échelle plus continentale, justement, de l'émergence du fascisme italien qui a pris des traits évidemment coloniaux au moment de l'invasion, qui a eu des traits d'ailleurs génocidaires de l'Éthiopie, et évidemment de l'Allemagne qui notamment a conçu la guerre à l'Est comme une guerre de type colonial. Donc ça c'est quelque chose que vous avez beaucoup développé il me semble, dans la violence nazie. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Parce que finalement c'est un point qui est relativement, je le disais, méconnu dans le débat historiographique français sur le fascisme. Alors, méconnu peut-être pas, mais en tout cas peu finalement débattu publiquement. Oui, je pense que le lien génétique qui existe entre le fascisme et l'histoire du colonialisme européen est un des points aveugles de l'historiographie. Je dirais même que chez les grands historiens du fascisme et du nazisme, l'histoire coloniale est quasiment absente. Un grand historien du racisme et de l'immigration en France comme Gérard Noiriel, nous avons tous beaucoup appris de ses travaux. J'ai l'impression, en lisant ses livres, que pour lui, l'histoire du colonialisme est une dimension de l'histoire de l'immigration. Or, je crois qu'il y a quand même, certes, un lien très fort entre les deux, mais il s'agit de deux phénomènes qui ont leur histoire. Et le passé colonial de l'Europe est une des matrices du fascisme. Le nationalisme radical dont on parlait, ce projet de régénération nationale, se nourrit de tout un passé colonial qui a forgé des grilles de lecture du monde, qui a forgé des catégories de pensée, un langage. Le langage nazi est hérité de l'histoire du colonialisme. Untermenschentum, la subhumanité, Vernichtung, annihilation, on dit en français, bref. Ils ont hérité un langage
ils ont conçu la guerre à l'Est comme une guerre de conquête et d'extermination au sens colonial du terme. Et pour les nazis, c'était une évidence. Quand on lit les discours de Hitler, quand on lit les discours de Goebbels, puisque la culture nazie était une culture de la parole davantage qu'une idéologie codifiée, mais même dans plusieurs textes avec une ambition, une prétention théorique, ce lien existait. Les nazis adoptaient comme modèle la Grande-Bretagne et le colonialisme britannique. Les nazis faisaient l'éloge de la conquête du Far West par des Blancs qui étaient, selon leur vision aussi, de souche germanique. Le fascisme italien a élaboré sa législation raciale sur la base aussi d'un antisémitisme, dans ce cas-là, effectivement, davantage importé d'Allemagne que, disons, issu d'une élaboration autochtone, mais, disons, le fascisme italien a élaboré sa législation raciale, non seulement sur la base de l'antisémitisme, mais aussi par nécessité de fixer des frontières entre les citoyens et les sujets coloniaux, les indigènes, après la conquête de l'Éthiopie et la proclamation de l'Empire. Et tout cela a été élaboré sur un plan aussi intellectuel, idéologique. Bref, on ne peut pas, je crois, comprendre le fascisme si on ne reconnaît parmi ses matrices aussi une matrice coloniale. Or, ce thème est aujourd'hui au centre d'un grand débat qui est loin d'être purement historiographique, qui est aussi un débat politique. C'est un débat qui fait rage en Allemagne, où il y a une historiographie de l'Holocauste qui est, je dirais, quasi violemment confrontée aux approches postcoloniales qui mettent en avant, en revanche, ce passé colonial de l'Europe. Et c'est un débat qui est certes un débat intellectuel, mais aussi un débat politique. Et donc, c'est un débat qui demanderait à introduire des nuances, mais certainement qui aurait intérêt à se nourrir d'un dialogue qui n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'il y a plutôt un clivage qui tend à éloigner ces positions. Alors, ce qu'on appelle le catéchisme de l'Holocauste d'un côté et ce qu'on appelle la relativisation de la singularité de l'Holocauste qui reviendrait d'une manière sournoise à réintroduire une forme larvée d'antisémitisme, etc. Donc, vous voyez, c'est un débat qui a aussi des dérives perverses à plusieurs égards. Et je pense que ce serait important de le clarifier. Alors, il y a un autre point de débat qui va peut-être nous permettre de clarifier encore ce que l'on peut entendre par fascisme, ou en tout cas enrichir, disons, les questionnements qu'on a déjà abordés, c'est les rapports entre le fascisme ou les fascismes et la question révolutionnaire ou la révolution. Et notamment, ça va, je crois, nous permettre d'aborder l'analyse marxiste du fascisme, puisqu'on sait que les principaux auteurs marxistes, mais qui étaient des dirigeants politiques alors, Trotsky, Zetkin, Gramsci ou Thalheimer, par exemple, en Allemagne, pour eux, le fascisme, ça constituait une contre-révolution, une forme prise par la réaction, une forme de masse, des mouvements de masse réactionnaires, mais des mouvements profondément réactionnaires, des réactions à la révolution russe, des réactions plus largement au développement du mouvement ouvrier dans son ensemble. À l'inverse, des historiens, des grands historiens du fascisme, évidemment Sternel, dont on a parlé, qui parle de droite révolutionnaire, ou Georges Mossé, qu'on a évoqué, qui a écrit un livre traduit en français qui s'appelle « La Révolution »,
révolution fasciste, ou encore Emilio Gentile, par exemple en Italie, ont caractérisé le fascisme comme une forme de révolution. Et Mauss a même défendu l'idée que le fascisme se situait dans une filiation complexe et avec la Révolution française. Bon. Ce qui paraît étonnant quand on se souvient des mots de Goebbels quand les nazis arrivent au pouvoir en fin janvier 1933, qui dit on va effacer, nous allons effacer 1789 de l'histoire. Bon, 1789 avec ce que ça incarnait d'aspiration universaliste, les droits de l'homme, etc. Bon. Alors, du coup, comment se situer par rapport à ça ? Est-ce que le fascisme, est-ce qu'on peut par exemple se satisfaire de l'idée que c'est une révolution contre la révolution, par exemple ? Est-ce que c'est satisfaisant de considérer le fascisme comme une révolution, alors même que, comme l'ont montré beaucoup d'historiens, y compris Paxton, là encore qu'on a évoqué, les rapports entre les mouvements fascistes, notamment quand ils parviennent au pouvoir ou quand ils sont en passe d'arriver au pouvoir, et les élites sociales et économiques de chacun des pays et se sont avérées relativement étroites, notamment quand ils ont exercé le pouvoir et qu'ils ont brisé, disons, les mouvements d'émancipation partout où ils se sont retrouvés au pouvoir. Donc la dimension révolutionnaire ici, et par ailleurs les rapports sociaux fondamentaux ont été laissés intacts, en tout cas au niveau économique par les fascismes. Est-ce que selon vous, c'est une idée satisfaisante historiquement, cette idée de révolution fascisme, ou du fascisme comme une forme de révolution ? Oui. Moi, je n'adopte pas, je ne reprends pas à mon compte cette définition du fascisme comme révolution, et donc elle ne me satisfait pas. Mais l'approche marxiste classique qui consiste à définir le fascisme purement comme une contre-révolution ne me satisfait pas non plus. Je pense qu'il faut essayer de surmonter ce clivage et cette opposition binaire qui risque de devenir stérile. Il ne fait aucun doute qu'un des éléments constitutifs du fascisme, c'est l'anticommunisme, c'est l'anti-bolchevisme. Aucun régime fasciste ne s'est installé au pouvoir sans détruire la gauche, le mouvement ouvrier, et quand je dis détruire, non pas mettre hors la loi, mais détruire physiquement, exterminer dans plusieurs cas un leadership, tout un réseau organisé du mouvement ouvrier. De ce point de vue-là, la nature contre-révolutionnaire du fascisme ne fait aucun doute. Le fascisme est aussi un phénomène contre-révolutionnaire, parce qu'une de ses raisons d'être, c'est de s'attaquer par la violence à la révolution bolchevique. Et ça, c'est pas une interprétation, c'est le langage du fascisme lui-même. Donc, il y a une dimension contre-révolutionnaire. Le fascisme n'est pas une révolution au même titre que la révolution communiste, parce que la révolution russe de 1917 a été un bouleversement social et politique. Les bases sociales de la Russie ont été radicalement transformées. Non seulement son régime politique. Tous les régimes fascistes ont préservé les structures socio-économiques du capitalisme et, dans plusieurs cas, ont pu accéder au pouvoir grâce au soutien qu'ils ont obtenu, pas nécessairement dès le départ, mais au moment de leur arrivée au pouvoir, ils ont été soutenus par les élites des sociétés européennes, les élites économiques, financières, militaires, étatiques. Il y a toute une partie des élites libérales conservatrices qui ont, à un moment donné, fait le choix de soutenir le fascisme, précisément par peur du bolchevisme et du communisme. Reste le fait que le fascisme se proclamait révolutionnaire.
le fascisme revendiquait sa nature révolutionnaire. En 1932, en Italie, Mussolini organise les célébrations grandioses de 10 ans de la révolution fasciste. Il essaye même de changer le calendrier comme avait fait la révolution française. Les nazis parlent de révolution nationale-socialiste ou de révolution nationale. C'est le langage du fascisme. Et à la différence des marxistes, disons, des années 30 ou 40, qui avaient tendance à considérer l'idéologie fasciste comme purement instrumentale ou comme la pure et simple, disons, idéologie au sens classique, une façon de masquer des intérêts matériels. Je pense qu'il faudrait prendre au sérieux les fascistes. Quand ils parlent de révolution fasciste, ils y croient. Et l'apport des historiens que vous avez cités, comme George Moss, Emilio Gentile ou Zev Sternel, consistait précisément à prendre au sérieux le discours fasciste. Et il y avait effectivement dans le fascisme classique essentiellement italien et allemand. Beaucoup moins dans le franquisme espagnol ou dans le salazarisme ou dans des mouvements nationalistes d'Europe centrale. En Espagne, la Falange, mais la Falange sera progressivement absorbée par le national-catholicisme qui n'a rien de révolutionnaire. Et en Espagne, il y a une guerre civile dans laquelle il y a une révolution socialiste. Et donc le franquisme s'affirme, s'impose en détruisant cette révolution. La nature contre-révolutionnaire du franquisme est évidente. En revanche, le fascisme italien et le nazisme ont une composante moderniste, comme on dit. C'est-à-dire, on ne peut pas les comparer à la contre-révolution classique. Ce n'est pas le clivage entre révolution et contre-révolution qu'on a connu après 1789, où la contre-révolution était légitimiste, voulait revenir à l'ancien régime, c'était le projet d'un retour à ce qu'il y avait avant la rupture révolutionnaire. Le fascisme ne veut pas revenir en arrière, ne veut pas restaurer des structures politiques qui précédaient 1914. Le fascisme a l'ambition, a le projet de bâtir un ordre nouveau. Et de ce point de vue-là, il a une dimension entre guillemets révolutionnaire. Il veut bâtir une nouvelle civilisation qui est alternative à la fois au libéralisme considéré comme une idéologie politique et une forme de société qui a fait son temps, qui est obsolète, révolue. Personne dans les années entre les deux guerres ne croit au futur du libéralisme, et d'autre part une alternative au communisme et au bolchevisme. De ce point de vue-là, il y a une dimension utopique dans le fascisme, le mythe de l'homme nouveau, qui a un profil racial très marqué. Mais le mythe de l'homme nouveau indique que quand il parle de révolution, les fascistes y croient. Et si je peux revenir à un débat qu'on a amorcé au début de cette conversation, je crois que là, c'est un des points de clivage majeurs par rapport aux droites radicales d'aujourd'hui, qui n'ont absolument pas un caractère révolutionnaire ou utopique. Il n'y a aucun mythe de l'homme nouveau. Il y a plutôt une visée néoconservatrice de défense des valeurs traditionnelles, de peur de la globalisation, de rejet de tout ce qui peut apparaître comme une menace à ces communautés nationales définies dans ce sens étriqué, ethnique. Et donc un rejet de la modernité de ce point de vue-là, y compris de la modernité néolibérale. Mais cette posture néoconservatrice
n'est pas fasciste. Disons, ne peut pas être considéré comme un avatar ou un résultat, disons, d'une trajectoire idéologique qui était celle d'un fascisme qui avait une ambition utopique. Est-ce que ce n'est pas justement un produit, cette dimension révolutionnaire du langage fasciste, des aspirations qu'il a développées, qui lui ont permis d'ailleurs de s'attirer en partie le soutien de larges masses des populations, jamais une majorité, mais des millions de gens. Est-ce que ce n'était pas lié finalement à la puissance du mouvement ouvrier, socialiste et communiste et à l'aspiration utopique qu'elle portait, et que d'une certaine manière, dans ce contexte historique précis-là, il était à la fois nécessaire d'user, et ça me renvoie à un autre débat autour de la question de la violence, mais d'user d'une forme de violence politique extrêmement intense pour déloger le mouvement ouvrier, que ce soit en Italie ou en Allemagne ou ailleurs, et par ailleurs de développer une sorte de contre-utopie pour faire concurrence aux partis ouvriers qui avaient leur propre utopie et qui n'étaient pas comme aujourd'hui, disons, en déclin ou en décomposition, ce qui est de fait la situation des mouvements ouvriers dans les pays de la vieille Europe, disons, et même un peu ailleurs. Est-ce que finalement c'est... sans réduire ça à une dimension instrumentale, mais est-ce que ce n'est pas la forme que prend nécessairement le fascisme dans une situation qui était révolutionnaire, ouverte par le contexte de 17 et de la Révolution russe? Est-ce que finalement, dans notre contexte qui, en tout cas à ce stade, n'est pas révolutionnaire, qui est plutôt réactionnaire, est-ce que le fascisme, justement, dans ce contexte-là, ne prend pas nécessairement la forme d'une sorte de fascisme qui regarde vers l'arrière plutôt que vers l'avenir et vers une utopie glorieuse? Alors peut-être que c'est différent d'un pays à un autre, peut-être que les fascismes qui se développent ou les néofascismes qui se développent dans des pays dits émergents, en développement, etc., prendront une forme plus utopique, ou il faudrait aller regarder peut-être du côté de l'Inde ou du Brésil, par exemple. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire éventuellement, cette suggestion? Oui, donc je suis d'accord avec vous que il y avait, dans les années entre les deux guerres, une sorte de compétition entre fascisme et bolchevisme dans l'effort de dessiner l'avenir, de préfigurer le futur. Il y avait une projection utopique vers le futur, parce que le présent était un présent de crise, mais de crise profonde, d'effondrement des États, des régimes politiques, d'effondrement des structures sociales, de chômage de masse, de pauvreté qui s'étendait. Disons, il fallait changer quelque chose. Cela, et comment changer? Eh bien, la guerre avait indiqué les moyens. Donc, on a assisté à l'époque à une transformation des langages et des formes de l'action politique qui n'ont pas de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc, cette radicalisation politique explique les langages, explique aussi la rhétorique révolutionnaire. Donc, on peut très bien dire qu'il y avait une rhétorique révolutionnaire fasciste qui ne correspondait pas à la réalité, parce qu'une fois arrivés au pouvoir, les fascistes ne font pas une révolution, mais disons, ils instaurent des régimes très autoritaires, et il réhabilite aussi toute une série de valeurs traditionnelles. Mais ça, c'est aussi un peu la logique de ce qu'on appelait la révolution conservatrice. La révolution conservatrice, c'est ce mélange hybride de valeurs héritées de la tradition, l'autorité, la hiérarchie, les inégalités, l'obéissance, la force, et un véritable culte de la modernité, mais d'une modernité considérée au sens de la technique moderne, de l'industrie, de la puissance matérielle de la modernité. C'est-à-dire non pas la modernité au sens de la philosophie des droits de l'homme ou l'héritage des Lumières,
ou d'une vision universelle de l'humanité, mais la modernité au sens de la science, l'industrie, la technique, appliquée à la production, appliquée à la guerre, etc. Ça c'est la logique du fascisme, et ça c'est la révolution conservatrice fasciste. Alors, à la limite, je dirais, on a assisté à quelque chose de similaire dans des pays qui ont été ravagés par la guerre. Par exemple, moi, je n'ai aucune difficulté à définir Daesh comme un régime fasciste. Même si chez Daesh, il y a une idéologie qui est hyper conservatrice, disons, et à la différence des fascismes européens, qui étaient des religions politiques au sens de religions séculières qui remplaçaient les religions traditionnelles. Dans le cas de Daesh, c'est bien une religion traditionnelle qui est interprétée dans un sens intégriste et qui devient une idéologie d'État. Mais Daesh est né de la guerre, est né de la dislocation de toute une région du monde, est né d'une brutalisation du monde arabe à cause de multiples guerres, effondrement de régimes, guerres civiles. Alors là, on peut effectivement établir des analogies qui seraient même plus prégnantes par rapport au fascisme classique. Mais ce n'est pas par cette analogie qu'on peut comprendre Salvini, Marine Le Pen ou même Donald Trump. Ok. Alors, il y a un autre point de débat qui a été très important historiquement, notamment au moment de la guerre froide, mais la discussion avait commencé, politique et intellectuelle, avait commencé dès l'entre-deux-guerres, c'est les rapports entre fascisme et communisme, hein, avec la tentation d'identifier les deux, hein, d'assimiler le communisme au fascisme ou le fascisme au communisme dans la catégorie notamment de totalitarisme, soit de l'assimiler, soit de considérer qu'ils ont des traits fondamentaux identiques ou communs. Assimilation qui va courir jusqu'aux années 90, notamment en France, avec les livres de François Furet, Le passé d'une illusion, et le livre noir du communisme, dans lequel, dans son introduction, Courtois appelle à un Nuremberg du communisme. On sait que dans le contexte allemand, c'est évidemment les travaux de Nolte qui avaient suscité un débat extrêmement vif, en faisant du nazisme une simple réaction, disons, compréhensible au bolchevisme, et même en disant que le nazisme s'était essentiellement inspiré dans sa guerre d'extermination des races de l'entreprise qu'il qualifiait d'extermination de classe que constituait pour lui le bolchevisme. Qu'est-ce que là encore, comment on avance sur cette discussion-là dans les rapports entre communisme et fascisme? Est-ce que simplement on se contente de balayer ça d'un revers de main en disant que tout ça n'a évidemment rien à voir, ce qui serait ma tentation première, ou est-ce qu'il y a malgré tout dans la catégorie de totalitarisme, hein, vous avez publié d'ailleurs un livre autour de cette catégorie, hein, est-ce qu'il y a quelque chose à tirer malgré tout de ces travaux qui cherchent à comparer, à mettre en parallèle ces phénomènes politiques qu'ont été le communisme, notamment sous sa forme stalinienne, qui est sans doute une défiguration totale du communisme, et le fascisme dans sa version italienne ou allemande. Ouais. Oui, je pense qu'il faut distinguer les historiens dits révisionnistes, parce qu'il y en a qui ont produit des travaux, Nolte, qui sont des travaux d'historiens. Donc, moi, j'ai appris des choses en lisant Nolte. Mais je fais une distinction entre Nolte, Courtois et Pio Moa, l'espagnol d'un côté et Furet de l'autre. Parce que Nolte, Courtois et Moa sont des apologistes du fascisme. En gros, disons, évidemment, ils ne se disaient certes pas fascistes, mais toute leur élaboration
vise à montrer que, à l'origine des horreurs du XXe siècle, des totalitarismes il y a une matrice perverse et maléfique qui est la révolution communiste. Et donc, tout le reste n'est qu'une tentative de faire barrage à cette éruption du mal. Et donc, pourquoi il y a une guerre civile en Russie? Parce que Lénine avait en tête la guerre civile depuis la fondation du parti bolchevique. Puis au moment, elle dit, Franco a fait ce qu'il pouvait pour empêcher la bolchevisation de l'Espagne. Nolte, il dit, oui, les chambres à gaz sont regrettables, mais Hitler essayait de réagir à une menace bolchevique qui pesait sur l'Allemagne. Ça, c'est une vision apologétique du fascisme. On ne peut pas la définir différemment. Courtois ne fait pas l'apologie du fascisme, si je ne me trompe pas. Nolte non plus. Nolte ne dit pas « je voudrais instaurer un régime national-socialiste en Allemagne ». Et Courtois ne fait pas l'apologie du fascisme sur un plan explicite. Mais tous essaye de montrer, d'une part, que le communisme était pire que le fascisme, et d'autre part, que le fascisme n'a existé qu'en tant que réaction au communisme. Il y a aussi, par ailleurs, une historiographie marxiste qui est tout à fait symétrique et qui dit qui est apologétique à l'égard du stalinisme et qui dit les camps de concentration, le goulag était mauvais, mais le stalinisme était une façon de cette militarisation de la révolution russe était nécessaire parce que la Russie bolchevique était entourée par un monde capitaliste hostile. Et ils peuvent exhiber multiples preuves de cela. Dès que les bolcheviks arrivent au pouvoir, il y a une coalition internationale qui est créée, qui fait la guerre à la Russie bolchevique. Et donc, les dérives autoritaires du communisme n'étaient qu'une réaction à cette menace capitaliste. Alors, les deux approches sont symétriques. Je ne me reconnais ni dans l'une ni dans l'autre. Mais là, il y a une véritable, d'un côté, une apologie du fascisme, même indirecte, et de l'autre, une apologie du stalinisme. Et puis, il y a la position de Furet, qui est un peu différente, parce que Furet était un libéral classique, qui... après avoir été stalinien, par ailleurs. Après avoir été un stalinien, comme beaucoup d'anticommunistes européens, américains, ou même dans d'autres continents, qui voyaient fascisme et communisme comme deux réactions antilibérales. Et en gros, la théorie du totalitarisme présente des limites insurmontables, au moins sur le plan historiographique, parce que elle se limite à étudier le fascisme et le communisme simplement comme formes jumelles distinctes mais complémentaires d'antilibéralisme. Et ce n'est pas difficile de montrer que aussi bien le communisme que le fascisme étaient antilibéraux, étaient opposés au libéralisme classique. Mais cette définition est évidemment insatisfaisante parce que une fois qu'on a défini le totalitarisme comme une forme d'antilibéralisme, eh bien, il faut voir qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. Et si on va étudier le totalitarisme, on s'aperçoit que, au-delà de toute une série d'analogies formelles, régime autoritaire, suppression de l'état de droit, présence d'un système concentrationnaire, suppression des libertés individuelles, il y a des différences énormes. Les bases sociales ne sont pas les mêmes, les idéologies ne sont pas les mêmes. On peut très bien dire qu'il y a une idéologie d'État dans l'Italie fasciste, dans l'Allemagne nazie et dans la Russie de Staline, mais ces idéologies
idéologies sont bien différentes. Les formes de la violence exprimées par ces régimes totalitaires sont très différentes. La durée de ces régimes, les conditions d'instauration et d'effondrement. La théorie du totalitarisme ne tient pas la route une fois qu'on essaye d'aller au-delà de la surface, au-delà d'une pure et simple photographie de ces régimes, c'est-à-dire d'une image qui les fige. Si on essaie d'étudier la dynamique, le contenu, ce qu'il y a au-dessous de la façade et les dynamiques qui travaillent ces régimes, on s'aperçoit que fascisme et communisme sont profondément différents et cette différence débouche sur un conflit absolument insoluble, un conflit radical entre les deux. Donc la théorie du totalitarisme, à mes yeux, est une théorie que présente sur le plan historiographique des limites insurmontables. On peut l'adopter sur un plan descriptif. Et il y a aussi un usage de gauche qui a été fait de la catégorie de totalitarisme. En France, toute la mouvance de socialisme ou barbarie parlait de totalitarisme. Aux États-Unis, Marcuse a largement utilisé la catégorie de totalitarisme. En Italie, la tradition du libéral-socialisme a écrit des choses intéressantes sur le totalitarisme. Hannah Arendt a produit une théorie qui me paraît discutable à plusieurs égards, mais qui est un apport considérable à la pensée critique et à la théorie politique contemporaine. Donc il ne s'agit pas de récuser par principe la notion de totalitarisme, mais il faut en faire un bon usage et les théories du totalitarisme, la transformation de cette catégorie en clé d'interprétation et d'explication du XXe siècle me paraît très discutable. Alors, avant d'en venir et de clore cet entretien autour des questions plutôt de l'antifascisme, je voudrais poser une dernière question sur le fascisme qui va faire le lien avec la situation plus contemporaine. C'est finalement, après 1945, comment le fascisme a muté. On sait, on a évoqué Sternel, une de ses thèses, c'était que le fascisme n'était pas né dans les tranchées en 1914, mais il défendait aussi l'idée qu'il n'était pas mort dans le bunker de Hitler en 1945, et qu'il s'était recomposé, et que dans la mesure où il était un projet intellectuel et politique, il pouvait éclore dans d'autres contextes que le contexte ouvert par la Grande Guerre. Du coup, si on prend notamment les deux des cas que tu connais sans doute le mieux, la France et l'Italie, comment le fascisme s'est justement transformé après la Seconde Guerre mondiale? Justement, on a évoqué au tout début de l'entretien les traits dont les droites radicales contemporaines ont hérité, ceux sur lesquels ils s'en distinguent, on en a déjà évoqué d'ailleurs. Comment il a évolué finalement au fil du temps? Puisque une partie, effectivement, des organisations, notamment d'extrême droite contemporaine, n'ont pas de lien généalogique, on va dire, avec l'extrême droite fasciste de l'entre-deux-guerres. D'autres en ont, notamment le RN, de facto, mais aussi, par exemple, le FPE autrichien. Bon, la Lega italienne, c'est pas le cas. Mais disons, comment cet héritage, finalement, fasciste s'est transformé, remodelé, reconfiguré au cours des décennies qui ont suivi? Oui, alors là, je pense qu'il faut partir du constat qu'il y a que nous sommes dans un contexte, celui du XXIe siècle, le monde qui est né de la fin de la guerre froide et qui est né de l'épuisement des grandes catégories politiques qui ont dominé l'histoire du XXe siècle. Libéralisme au sens classique du terme, fascisme, communisme, social-démocratie. Alors, ces concepts tels qu'ils fonctionnaient, ils étaient opératoires au XXe siècle, ne fonctionnent plus aujourd'hui.
Nous sommes confrontés à une réalité différente. Il faut prendre en compte une mutation de toute une série de paramètres qui inévitablement reconfigurent l'extrême droite. On a déjà évoqué dans cette conversation l'absence d'une dimension utopique dans les nouvelles droites, l'absence, un rapport à la violence qui n'est plus celui des années 20 et 30. Je pense que si on considère l'idéologie, tous ces mouvements, si on peut dire que le fascisme classique était éclectique sur le plan idéologique, et c'est un fait, mais avait une ambition idéologique. Donc, on peut trouver des grandes figures de la culture politique du XXe siècle qui étaient fascistes ou qui ont eu des relations de sympathie ou de collaboration avec le fascisme. En Europe, certains, de Ernst Junger, Martin Heidegger, Carl Schmitt, Giovanni Gentile, étaient fascistes. Des grandes figures d'écrivains français étaient fascistes. Aujourd'hui, le fascisme est loin d'avoir, disons, le rayonnement, entre guillemets, idéologique qui était celui du fascisme classique. On peut chercher, mais derrière le Rassemblement national, la Lega ou Fratelli d'Italia, derrière Orban, derrière l'extrême droite polonaise, derrière Donald Trump, derrière Bolsonaro, on ne trouve rien de comparable à ces figures. Ou même le lien avec des avant-gardes esthétiques dans le cadre du fascisme italien. Oui. Et pas que italien d'ailleurs. Italien, disons. Les figures de Rieux La Rochelle en France. Donc je pense que ça c'est une différence quand même. On ne peut pas aller chercher, disons, une matrice idéologique dans les politiques de ces nouvelles droites. Ou en tout cas, une matrice idéologique qui nous permettrait de comprendre leurs projets et une certaine formulation politique de leurs revendications. Il y a des formes d'organisation. Alors, la thèse que vous évoquiez tout à l'heure de George Moss qui allait à la recherche d'une matrice jacobine du fascisme, parce que le jacobinisme avait été un projet de nationalisation des masses et parce que le jacobinisme mobilisait les masses. Le fascisme classique mobilise les masses. Or, les nouvelles droites radicales ont un rapport à la politique qui est différent, parce qu'elles s'inscrivent dans une réalité qui est celle du XXIe siècle, qui n'est plus la société de masse du XXe siècle. Et donc, leur méthode d'action, leur forme de communication sont radicalement différentes. Je pense que cette différence est tout à fait essentielle. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'affrontement des fascismes avec le mouvement ouvrier et de cette compétition qu'il y avait pour conquérir les masses. Alors là, il y a un changement qui est, à mes yeux, très significatif et dangereux. Le fascisme classique n'a jamais réussi à conquérir un consensus au sein des classes populaires, au sens disons, du prolétariat, au sens des classes, la classe travailleuse, selon la définition marxiste du terme. Parce que ce mouvement ouvrier existait, avait une culture, un langage, une culture qui s'est transmettée par des cadres sociaux, pour parler avec Halbwachs, qui étaient puissants. Et le fascisme a
a pu briser le mouvement ouvrier, a pu le détruire, mais n'a jamais réussi à conquérir une hégémonie idéologique au sein de ces classes travailleuses. Aujourd'hui, où le mouvement ouvrier traditionnel s'est effondré, et aussi les cultures politiques de la gauche, au sens traditionnel du terme, se sont épuisées ou effondrées, les nouvelles droites sont parvenues à trouver un langage commun avec les classes travailleuses et avec les classes populaires. Et cela dans plusieurs pays. C'est le cas du Brésil de Bolsonaro, c'est surtout le cas des États-Unis de Donald Trump, et c'est le cas de l'Europe occidentale, de la France. De la France et de l'Italie. La Lega est le principal parti ouvrier en Italie. Et en même temps, le parti des industriels du Nord, non ? En partie, non ? Non, c'est-à-dire c'est le parti des industriels du Nord de cette nouvelle classe d'entrepreneurs qui n'est pas la grande industrie, c'est pas les multinationales, c'est pas le grand capital pour le capital moyen. C'est un tissu très important dans l'Italie du Nord et surtout du Nord-Est, qui est un des bastions de la Lega. Cette nouvelle classe d'entrepreneurs qui sont des petits entrepreneurs, mais qui visent le marché mondial, qui exportent partout dans le monde et qui sont à la base sociale de la Lega. Mais cela pour dire que les élites italiennes, comme les élites françaises ou allemandes ou même américaines, ne misent pas sur le Rassemblement national ou la Lega. Ils, je crois, se considèrent mieux représentés et défendus par quelqu'un comme Macron en France ou Draghi en Italie, ou en 2016, Hillary Clinton plutôt que Donald Trump aux États-Unis. Mais il y a un ensemble de couches populaires qui ont voté pour ces partis parce qu'ils ne voyaient pas une alternative à gauche. Et c'était un vote... c'était des voix de protestation qui ont été captées par l'extrême droite. Mais donc, avec un discours qui a réintégré la classe ouvrière dans l'imaginaire fasciste. Mais une classe ouvrière qui, évidemment, comme dans les années 30, si les nazis ou les fascistes s'adressaient aux ouvriers, c'était un discours très anticommuniste, anti-bolchevique. Aujourd'hui, c'est une classe ouvrière blanche, c'est une classe ouvrière pas faite d'immigrés, pas faite de noirs ou de maghrébins. Donc, oui, c'est l'idée, on va sauver le contrat social avec la classe ouvrière, en tout cas avec une frange de la classe ouvrière, en privant de droits, voire en expulsant une autre partie de la classe ouvrière, la partie immigrée. Donc, ou descendante de l'immigration. C'est encore une fois une vision essentialiste d'une classe ouvrière, mais qui est reconnue comme telle. Qui est reconnue comme telle parce que souvent, Salvini, il s'adresse aux ouvriers. Il s'adresse aux ouvriers et dit c'est moi qui va vous défendre. Mais c'est une définition de la classe ouvrière qui est très, évidemment, compte tenu de ce que c'est que la classe ouvrière aujourd'hui, évidemment, c'est, je dirais même, une minorité de la classe ouvrière. Parce que ça exclut toute une série de composantes qui sont au cœur, disons, des classes travailleuses et des classes populaires de nos sociétés contemporaines. Je voudrais revenir sur une question qu'on a déjà commencé à aborder. Tout à l'heure, vous avez évoqué dans la discussion sur le totalitarisme l'offensive finalement anticommuniste qu'ont représenté finalement les travaux historiens de Nolte, de Furet ou de Courtois, en faisant d'ailleurs des distinctions entre ces auteurs. Offensive d'ailleurs beaucoup plus large que sur un plan intellectuel, qui a été une offensive politique, idéologique, visant à se débarrasser des conquêtes sociales et en partie d'ailleurs démocratiques des classes ouvrières.
il y a une autre dimension dans cette offensive qui a été une offensive contre l'antifascisme ou un anti-antifascisme, sachant que l'antifascisme avait été un élément central, hein, un pilier du consensus politique d'après-guerre, que ce soit en France, dans l'alliance entre les gaullistes et les communistes au sein de la résistance, en Italie, où si je ne me trompe pas, l'antifascisme est partie prenante de la constitution de 1945. Également au Portugal, après la révolution des œillets qui avait mis fin à la dictature salazariste qui avait persisté pendant près d'un demi-siècle. Est-ce que vous pourriez revenir, à partir du cas italien ou du cas français ou des deux, hein, sur cette offensive antifasciste qui s'est développée à partir des années 80 et qui a finalement à attaquer l'antifascisme avec l'argument que c'était un instrument du communisme, un instrument par ailleurs criminel pour imposer son hégémonie, bolcheviser les sociétés européennes, etc. Et que d'une certaine manière, ça porte aussi en creux cette apologie du fascisme que vous évoquiez tout à l'heure. Ce discours-là, évidemment, produit une remise en cause de l'antifascisme et finalement vise à légitimer la démocratie libérale comme non seulement le seul régime politique valable après les cauchemars totalitaires du XXe siècle, etc., mais comme, disons, une sorte d'épiphénomène, disons, une forme politique qui coiffe l'économie de marché, qui est l'essence de notre modernité politique. Alors, je crois qu'au fond, la remise en cause de l'antifascisme vise à définir un nouveau modèle politique complètement coupé de toute mémoire. Moi, j'ai beaucoup, lors de cette conversation, j'ai beaucoup insisté sur les différences qui séparent les nouvelles droites du fascisme classique. Et je pense que la conscience de cette mutation est essentielle pour comprendre et lutter efficacement contre ces nouvelles droites. En même temps, je suis profondément convaincu que l'antifascisme reste un garde-fou essentiel. Si nous nous inquiétons pour ce qui est en train de se passer sous nos yeux aujourd'hui, c'est parce que nous gardons la mémoire d'une époque dans laquelle le fascisme a détruit la démocratie et les libertés. Et donc nous ne pouvons pas essayer de comprendre les nouvelles menaces qui se dessinent aujourd'hui contre la démocratie et la liberté, sans les mettre en rapport avec ce passé. Et surtout l'Europe continentale. On disait maintenant les nouvelles droites sont un phénomène global, mais l'Europe continentale a connu le fascisme. Donc, une démocratie qui ne soit pas antifasciste, qui n'est pas intégrée dans ses codes génétiques, disons, l'antifascisme serait une démocratie fragile, une démocratie qui n'aurait pas tiré les leçons de sa propre histoire. Nos démocraties en Europe continentale sont nées de la lutte contre le fascisme. On pourrait se dire qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Mais disons, en Allemagne, en Espagne, au Portugal et en Italie, c'est notre histoire. Donc dire que on pourrait faire l'économie on pourrait se passer ou même il faudrait mettre à distance ce passé parce que l'antifascisme s'est entaché
le cheval de Troie du bolchevisme, etc. C'est une approche qui me semble plus que dangereuse. C'est très présent par ailleurs dans le discours de certains. On a vu Trump lors de la très vaste révolte antiraciste de l'été 2020. Trump attaquer les Antifa explicitement et prétendre interdire la mouvance Antifa, qui n'est pas véritablement représentée par des organisations constituées ou pas nécessairement. Et c'est un discours très commun finalement qui met en parallèle ou qui identifie fasciste d'un côté, antifasciste au nom de la violence qui s'exercerait des deux côtés, etc. Bon, effectivement, il semble y avoir une sorte de perte de mémoire, et de perte de boussole politique, finalement de ce que ces deux types de phénomènes ou de mouvements avancent. Alors, je voudrais en venir au débat actuel sur justement l'antifascisme, en essayant justement de prendre au sérieux la catégorie que vous avez proposée, mais que vous n'avez pas abordée finalement dans la conversation, qui est celle de post-fascisme, et finalement en vous demandant si on prend au sérieux cette catégorie, et notamment toutes les transformations que vous avez évoquées, d'ordre presque anthropologique, mais également culturel, social, institutionnel aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que ça implique pour la pratique antifasciste ou pour la stratégie antifasciste de ne pas mettre exactement sur le même plan le fascisme classique ou historique et puis les mouvements de la droite radicale d'aujourd'hui? Dans quelle mesure ça oblige à rénover la pratique antifasciste ou la stratégie, et dans quel sens, quoi? Oui. Moi, j'ai proposé cette notion de post-fascisme tout en précisant les limites de cette notion. La notion de post-fascisme n'est pas une catégorie analytique aussi forte que libéralisme, fascisme, communisme. C'est une catégorie descriptive qui essaie de capturer un phénomène qui n'est pas encore cristallisé, qui est encore transitoire et qui ne s'est pas encore fixé à une nouvelle forme politique avec un profil défini et parfaitement reconnaissable. C'est-à-dire, je n'exclus pas une radicalisation politique de ces nouvelles droites, non pas dans le sens d'un retour au fascisme des années 30 ou 40, mais dans le sens d'une rupture avec un cadre institutionnel démocratique que pour l'instant la plupart de ces nouvelles droites n'ont pas remis en cause. On a vu que Trump, justement, avec l'attaque du Capitole qu'il a manifestement encouragé, on a vu que des historiens, par exemple comme Robert Paxson, avaient évolué en termes de position sur le Trumpisme à partir du cas de l'attaque du Capitole, et d'autres d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais disons, je ne pense pas qu'un Chilien ait pu se dire c'est la reproduction de ce qui s'est passé à Santiago de Chile en septembre 1973. Comparé, disons, au coup d'État qu'on a connu au cours du XXe siècle, les événements du Capitole du 6 janvier étaient un coup d'État d'opérette. La première fois comme tragédie, la deuxième fois comme farce. Exactement. C'est-à-dire, je ne pense pas que le but de cette occupation du Capitole était le renversement de la démocratie américaine, était un coup d'État, était l'instauration d'un régime autoritaire, était une tentative désespérée de remettre en cause le résultat des élections. Et le but était celui de faire pression sur une partie du GOP, du Parti républicain, pour invalider le résultat des élections. Et donc, ces événements ont montré que Trump est fasciste, ont montré que Trump a une base fasciste, parce que les dizaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées aux États-Unis étaient des manifestations fascistes, et un mouvement fasciste qui mobilise des dizaines de milliers de personnes et qui est armé et violent. C'est une droite fasciste au sens propre du terme.
Or, avec une idéologie fasciste qui est mise en avant de façon tout à fait explicite, qui s'inscrit dans la tradition et dans la continuité du racisme et du fascisme américain, avec, encore une fois, si on regarde les choses d'un point de vue, disons, historique, cette militarisation du fascisme américain n'est pas comparable à la militarisation du fascisme en Europe après la Grande Guerre. Après la Grande Guerre, l'existence de milices fascistes dans plusieurs pays était le résultat d'une remise en cause du monopole étatique de la violence dans des pays profondément affectés par des crises politiques et par l'effondrement des institutions. Aux États-Unis, l'existence de ces milices armées est le résultat d'une culture politique qui reconnaît le fait de porter des armes comme un droit individuelle et comme une liberté individuelle. Donc c'est le résultat de cette conception perverse de la démocratie et de la liberté. Ce n'est pas l'expression d'une crise majeure des institutions comme c'était le cas en Europe entre les deux guerres. Et on a vu que Joe Biden a pu s'installer au pouvoir et l'État américain n'est pas remis en cause dans ses bases. Il n'a pas été profondément transformé. Non seulement cela, mais le Pentagone n'a pas suivi ce. Au contraire, disons, je ne pense pas que le compte Twitter de Donald Trump ait pu être fermé sans une pression du Pentagone et de certains pouvoirs forts américains. Donc, les élites américaines n'auraient pas suivi Trump dans son aventure. Et ça, c'est le gros problème, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est le Parti républicain qui a toujours historiquement été un des piliers du système, du bipartisme américain, de la démocratie américaine, des institutions américaines. Aujourd'hui, le Parti républicain est en train de se transformer en un parti d'extrême droite, hégémonisé et remodelé par Trump, et ça pose des problèmes majeurs, effectivement. Mais les grands pouvoirs, les élites américaines ne sont pas prêtes à suivre Trump dans ses aventures. Ça, c'est le gros problème, parce qu'on peut très bien définir Trump comme fasciste, on peut très bien définir toute une série de mouvements qui le soutiennent comme fascistes ou néofascistes, et non pas post-fasciste, néofasciste, mais ces mouvements-là représentent une minorité aux États-Unis. C'est-à-dire, Trump, comme leader d'un mouvement fasciste, ne pourrait jamais prendre le pouvoir aux États-Unis. Il a pu être élu à la tête d'une coalition qui allait bien au-delà du Ku Klux Klan, de la mouvance de la alt-right. Et on pourrait vous dire que les premiers cabinets de Mussolini et d'Hitler étaient très majoritairement composés de conservateurs et pas de fascistes ou de nazis. C'est-à-dire que c'était déjà le cadre de coalition entre les mouvements fascistes et les mouvements de droite conservatrice. Alors à ce moment-là, développons cette comparaison jusqu'au bout. Mussolini a pris le pouvoir en 1922, nommé par le roi. Il a instauré un régime fasciste 3 ans plus tard, ou presque 4 ans plus tard. Il y a eu un processus de fascisation de l'État et il y a eu progressivement la destruction de toutes les oppositions, non seulement du mouvement ouvrier, mais même de l'opposition libérale. Ça a pris 3 ou 4 ans. Hitler a pris le pouvoir nommé par le chancelier Hindenburg à la tête d'un gouvernement de coalition. 4 mois plus tard, à la fin janvier 1933, il est nommé chancelier. En mai 1933, la République de Weimar n'existe plus.
c'est-à-dire la destruction des institutions de Weimar a été un processus, la Gleichschaltung a été un processus extrêmement rapide. Donald Trump a été élu en novembre 2016, en novembre 2020 perd les élections, il essaye dans toutes les manières possibles d'invalider le résultat des élections. En janvier, il quitte la scène. Donc, si on veut faire une comparaison, disons, la conclusion qu'il faut tirer, c'est que ce qui s'est passé aux États-Unis, ce n'est pas une reproduction de l'avènement du fascisme en Europe dans les années 20 ou 30. Alors, ce que je voulais dire, c'est tout simplement que ce mouvement fasciste de masse qui existe aux États-Unis n'est pas en mesure de prendre le pouvoir, sauf par le biais d'une coalition dans laquelle il serait considérablement dilué et dans laquelle il ne serait pas hégémonique. Je ne crois pas que les pouvoirs forts des États-Unis permettraient qu'un QAnon ou un alt-right ou un fasciste Ku Klux Klan représente les États-Unis, parce que cela affecterait les intérêts des États-Unis comme grande puissance, le capitalisme américain et aurait, disons, des conséquences planétaires. Alors, je crois qu'il faut garder une certaine lucidité et clairvoyance et voir ces phénomènes dans leur réelle dimension sans les agrandir ou leur donner des proportions, des dimensions qu'ils n'ont pas. D'une certaine manière, ce qui fait qu'on pourrait prophétiser sur est-ce que c'est l'aube de quelque chose de nouveau, l'attaque du Capitole, ou est-ce que c'est le crépuscule du Trumpisme, mais d'une certaine manière, on pourrait se dire aussi que c'est l'attitude de la gauche ou des gauches et du mouvement syndical et du mouvement antifasciste dans les prochaines années qui décidera du sort des États-Unis et au-delà. Et la question que je voudrais vous poser peut-être pour clore, pour conclure cette conversation, c'est justement sur l'antifascisme. Parce que l'une des caractéristiques qu'on a évoquées du fascisme classique, c'était d'avoir été en capacité de développer des mouvements de masse, des mouvements ancrés dans les masses, alors ayant son cœur plutôt dans les masses petites bourgeoises ou des classes moyennes traditionnelles ou nouvelles. Mais on sait que justement, une des caractéristiques des droites radicales d'aujourd'hui, peut-être à part dans le cas de l'Inde et du BJP, c'est de ne pas disposer d'un ancrage de masse, en tout cas mobilisable dans la rue sous la forme de milices armées, etc. Mais du coup, d'une certaine manière, dans la stratégie pour lutter contre ces forces, ça implique que les catégories d'action utilisées dans les années 20 ou 30 pour penser la lutte antifasciste, le Front unique ouvrier qu'on trouve dans l'Internationale communiste et notamment y compris chez ses opposants à l'intérieur du mouvement communiste que sont par exemple Trotsky ou Thalheimer, ou d'autres catégories de cette époque sont peut-être moins opérantes parce qu'elles visaient à s'opposer physiquement, notamment aux fascistes, quand les fascistes attaquaient les forteresses ouvrières, attaquaient militairement en quelque sorte, en Italie ou en Allemagne, les socialistes ou les communistes, les syndicalistes, etc., ou les libertaires d'ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face à un développement du post-fascisme ou du néo-fascisme, laissons cette question pour l'instant, qui s'opère essentiellement sous une forme électorale, mais aussi sous la forme de transformation peut-être plus moléculaire de l'État ou des institutions dans un sens autoritaire, disons. Ce qu'on voit avec Macron et antérieurement avec Hollande et Valls et Macron, c'est le développement d'une atteinte aux libertés publiques fondamentales, d'une surveillance de plus en plus généralisée, etc., qui compose en quelque sorte déjà une forme de dérive autoritaire. Et donc, comment on fait pour recomposer un antifascisme dans une situation où les fascistes massivement n'attaquent pas le mouvement ouvrier et c'est pas leur tactique d'action et d'intervention principale. Comment on repense l'antifascisme du coup dans cette situation nouvelle, quoi ?
Oui, très franchement, je n'ai pas de réponse à cette question, qui est une très bonne question que je me pose moi-même. Mais précisément, puisque cette situation est transitoire, je crois qu'il faut inventer des nouvelles formes d'action, de propagande, de communication, de sensibilisation politique. À plusieurs égards, cela se fait, et cela a déjà été fait. Il y a eu des très grandes manifestations qui n'ont pas été organisées par des appareils politiques, mais qui ont été organisées par des réseaux. Des réseaux, on l'a vu déjà il y a 10 ans avec les révolutions dans le monde arabe. Donc, d'un côté, je ne pense pas que les vieilles formes de mobilisation politique soient périmées, soient obsolètes et n'aient plus raison d'être. L'antifascisme passe par une mobilisation de masse, l'occupation de la rue, l'occupation de l'espace public. Et on l'a vu en France, on l'a vu aux États-Unis. Black Lives Matter s'est construit par des mobilisations de rue, de masse, qui ont touché des centaines de milliers de jeunes. Et donc, je pense que une éventuelle possible radicalisation des clivages politiques et même un affrontement passera inévitablement par la rue. Il faut être capable d'injecter dans ces mouvements, dans les formes multiples dans lesquelles ils s'expriment et ils existent, injecter une idée de futur, injecter une idée d'alternative. Ce qui existait dans les années entre les deux guerres, le fascisme proposait une idée de futur. Le communisme, la gauche proposait une alternative, une idée de futur. Aujourd'hui, je crois que ça c'est l'impasse. L'extrême droite, nous avons vu, j'insistais sur ce point, a une culture et une visée néoconservatrice, propose un retour aux valeurs traditionnelles et au passé. Nous devons essayer d'inventer une alternative pour l'avenir. Il faut faire... Ernst Bloch avait très bien saisi ce problème lorsqu'il, dans les années, en 1934, il publie un livre sous l'impact et le trauma de l'arrivée de Hitler au pouvoir, en disant « Mais bon, les fascistes nous font rêver ». Nous font rêver une bonne partie des Allemands, le Reich millénaire, l'homme nouveau. Il faut essayer de proposer une idée. Nous ne pouvons pas proposer un retour vers le mouvement ouvrier ou la gauche telle qu'elle a existé. Les nouvelles générations ne savent pas ce que c'était et ça ne leur dit rien. Elles ont besoin de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle idée, d'un modèle alternatif de société. Et cela, disons, c'est à mes yeux, c'est ce qui paralyse l'imaginaire politique du XXIe siècle. Et donc, cette naturalisation du capitalisme, je dis comme modèle anthropologique, au-delà des formes politiques qu'il peut prendre, c'est ça qu'il faut remettre en cause, qu'il faut avoir la capacité de briser et d'affecter. Et je pense que c'est ça le principal handicap de la gauche. Et donc, dans cette perspective, l'antifascisme présente des limites insurmontables, parce que l'antifascisme est une nécessité, mais en même temps, ce n'est pas la voie pour aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup Enzo Traverso pour cette conversation qui, je l'espère et je le crois, sera très éclairante pour tous ceux et toutes celles qui l'écouteront. On se retrouve bientôt sur Hors Série, mais aussi sur la plateforme Spectre, notamment pour le podcast Minuit dans le siècle, un podcast antifasciste.
not important, and work is not important. Nothing's more important than stopping fascism, because fascism will stop us all. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Spectre.